Novembre, c'est le mois sans tabac. Oh, t'as fumé? Ah non. Ah non, bah, si ça sent. Non, j'ai pas fumé. Flo? C'est pas facile, hein, c'est dur d'arrêter de fumer comme ça, même pour le mois de novembre, c'est dur. Voilà, on en parle avec nos invités si tu as des problèmes. Si tu veux. Bon, on y va. C'est pas bien de balancer, hein, Bonjour à vous et bienvenue dans cette deuxième partie de Vie à Nov. Oui, on bosse beaucoup les sketchs en ce moment, ça se voit bien sûr au sommaire, Caroline. La tyrannie de la cigarette s'arrête aujourd'hui. Nos experts répondront à toutes vos questions et vous donneront leurs conseils dans quelques instants. Et puis on va vous faire voyager avec le programme d'Acquid Altro, direction Hong Kong pour rencontrer Monsieur Vincent Chervon, et on en parle tout à l'heure. Et puis comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et nous poser toutes vos questions, notamment sur Facebook avec le hashtag Vianova. Mais maintenant, c'est l'heure c'est l'heure de la revue de presse, comme chaque jour. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire, ma petite Marie-Jo. Vous vouliez faire un petit changement. Vous voulez commencer par le débat. Mais je sais que vous êtes là et tout. Et puis bon. Oui, bref. C'est là, je vous ai des signes désespérés. Oui. Ne m'oubliez pas. Bon, on commence avec une information internationale. Oui, la grosse information du jour, celle qui domine en tout cas, ce sont les midterms, donc les élections de mi-mandat américaines. Alors on va commencer avec Le Monde qui titre « Le bilan de Trump à l'épreuve des urnes ». Le quotidien du soir nous explique que les Américains sont appelés à voter ce mardi 6 novembre pour les élections donc, en fait, de mi-mandat. C'est une échéance qui est très importante dans la vie politique nationale américaine évidemment. Et ce scrutin offre aux électeurs l'occasion de juger ce président républicain aux méthodes tout à fait contestées et qui se targue quand même d'avoir tenu ses promesses de 2016. Alors Le Monde nous explique que le Sénat devrait rester républicain, mais que la Chambre des représentants pourrait basculer démocrate. Et pour limiter les dégâts, parce qu'il voit quand même les choses venir, Donald Trump, il mobilise tout son électorat sur ses thèmes de prédilection, évidemment, le protectionnisme et l'immigration. Alors comment les autres médias analysent-ils cette élection ? Pour La Croix, par exemple, le titre est assez bref, c'est quitte ou double. Le quotidien insiste sur le côté peu consensuel du président américain, mais évidemment, il ne risque pas sa place. Il risque simplement, finalement, d'avoir de moins pouvoir continuer sa politique un peu plus librement comme il le voulait. Enfin, quoi qu'il en soit, La Croix explique que les élections ont vraiment mobilisé les Américains parce que cette fois-ci, le match se joue entre des farouches opposants et des fervents partisans. Voilà, c'est pas dans la tiédeur en tout cas. Bon. Pour Le Figaro aussi. Oui. Alors Le Figaro, lui, c'est l'Amérique qui juge la présidence de Trump. Et le quotidien explique que ces élections ont pris vraiment l'allure d'un référendum, c'est tout à fait juste, sur l'occupation de la Maison-Blanche qui définira aussi, bien sûr, la suite du mandat de Donald Trump. Bon, Le Figaro et puis Libé qui nous fait toujours des unes fantastiques. Oui, il va un petit peu plus loin, Libé. Et il nous rappelle à mots à peine couverts la suspicion de soucis mentaux du président américain qui avait été évoqué par le New York Times. Vous vous souvenez de cet éditorial anonyme de septembre. Voilà, alors mi-terme, le vote garde-fou. Voilà, garde-fou, c'est la manière de le dire. Pour Libé, les élections prennent le pouls d'une Amérique radicalement divisée. Le vote test pour Trump pourrait effectivement arriver justement à la perte de la Chambre des représentants. Et ils ajoutent en page intérieure que l'Amérique n'a jamais été aussi divisée, aussi polarisée, et que ce vote est phagocyté par un président qui clive toujours plus les Américains. En tout cas, il a été omniprésent dans les meetings pour lutter contre la perte éventuelle de cette Chambre des représentants. L'unanimité, n'importe quoi. L'humanité, de son côté, s'intéresse au vote des femmes. C'est intéressant. Génération Sanders contre Trump. Et voilà, il titre dans ce petit hexagone sur la misogynie du président qui a convaincu des milliers de femmes de se présenter aux élections. Et c'est vrai, il y a une centaine de femmes qui pourraient être élues cette année à la Chambre des représentants. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les États-Unis ne comptent que 19% de députés femmes. On est vraiment loin de la parité. Oui. Alors en Corse, qu'est-ce qui se passe ? Rien à voir avec Trump. Non, non. La Corse fait encore, Corse Matin en tout cas fait encore sa une sur les inondations. Voilà, les éléments déchaînés. Peu de répit pour notre île selon le quotidien qui développe la mobilisation et les méthodes pour traiter les points sensibles. On y apprend qu'un état des lieux et un inventaire des besoins sont en cours, mais aussi que les barrages comme ceux du Rizzanès, qui sont bien détaillés là, peuvent servir dans ce cas, en tout cas de fortes précipitations, de tampons. Peut-être une manière aussi de rappeler aux détracteurs
détracteurs du barrage du Rizzanès que ça peut avoir une utilité. Alors, c'est aussi la couverture du nouveau Parole de Corse. Oui, le mensuel Parole de Corse, c'est la couverture de son numéro de novembre. Il est là, il est en kiosque, ça y est, on peut l'acheter sur le dérèglement climatique. Debout les crabes, la mer monte. Voilà, le titre est plutôt drôle. Ouais. Et le dossier, on le doit à Véronique Emmanuel, qui s'interroge, est-ce que l'île va finir sous les eaux? Et elle explique que la Corse est vraiment en première ligne face au réchauffement climatique, enfin au changement climatique, puisque réchauffement, parfois, ça heurte les gens. Les signes de l'évolution sont d'ores et déjà tangibles, nous dit les pluies diluviennes de l'automne pourraient devenir la norme, tandis qu'une montée de la mer pourrait submerger une partie du littoral. Allez, on termine avec une information plutôt étonnante. On revient un peu sur les femmes, il me semble. On revient un petit peu sur les femmes. C'est aujourd'hui, à 15h35, que les femmes commencent à travailler gratuitement, nous rappelle Econostrum, qui est un site d'économie méditerranéenne. Donc voilà, Caroline, cette date, elle est symbolique bien sûr, mais elle est quand même calculée sur la moyenne de différence des salaires entre les hommes et les femmes. Je vous en donnerai un peu. 15h30, voilà. Donc de 15h30 cet après-midi jusqu'à fin décembre, nous travaillons pour rien. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison? Non, nous ferons remonter acquis de droit. Oui. Il va être content. On plaisante, bien sûr. Oui. Et heureusement, ça n'est quand même pas ça peut être vrai, hein, le coup de couverture. Et ça n'est quand même pas dans tous les secteurs. Mais bon, c'est encore un problème très grave. Oui, c'est bien sûr. Merci beaucoup, Marie-Jo. Vous êtes pour la paix des émissions. Tout à fait, avec la hiérarchie. C'est ça. On vous retrouve dans quelques instants pour le débat, mais il est l'heure pour nous de faire un petit tour du côté de Hong Kong à la rencontre de Vincent Chervogne avec Dakwi et Daltrey. On regarde tout de suite. À Hong Kong un peu avec un concours de circonstances. Je suis le représentant tout à fait des vins de Corse en Asie et aussi du coup maintenant l'Océanie. Hong Kong est un marché parmi d'autres dans lesquels on se développe. Mais c'est vraiment le meilleur endroit finalement pour être basé en Asie et rayonner dans la zone. Donc, la vie à Hong Kong, elle est très intense. C'est une ville où on travaille énormément. Les horaires de travail c'est très très long, les journées sont longues, on travaille le week-end, mais c'est vrai qu'à côté on a un cadre de vie qui est à la fois privilégié. Il n'y a pas d'insécurité, les gens veulent faire du business, donc c'est agréable quand on a envie de faire du business, c'est qu'il y a très peu de réticence au business, les gens vous font confiance rapidement, peu importe votre âge. Les gens sont très sensibles en fait à l'identité corse, à nos produits identitaires, parce qu'on apporte une vraie valeur ajoutée. Donc oui, du coup ça plaît beaucoup, c'est français mais différent, donc ça plaît beaucoup. C'est toujours difficile quand on est aussi loin d'avoir des projets parce que au final j'avais jamais envisagé de pouvoir vivre à Hong Kong et de vendre du vin corse. Donc c'est vrai que maintenant j'ai un peu de mal à me projeter et la vie que je mène nous empêche un peu de nous projeter parce qu'en fonction des challenges, pour l'instant, j'envisage quand même de rester à Hong Kong parce qu'on a encore beaucoup de travail. C'est un super projet, on a des bons résultats et ça fait vraiment plaisir de voir que maintenant des Coréens, nos clients deviennent nos ambassadeurs de la Corse et ils n'ont pas forcément de lien comme moi avec la Corse. Et c'est vrai que de voir maintenant des Taïwanais, des Coréens qui eux-mêmes vont défendre la Corse et nos produits, et je pense qu'il faut vraiment encourager ces démarches pour qu'on puisse parler de la Corse aussi loin. Et on les encourage. Allez, il est 12h33, presque 34. C'est l'heure du débat de Vianov. Bonjour et bienvenue. Alors, novembre, mois sans tabac. Et sur ce plateau, le défi
est lancé, n'est-ce pas, Florian? Alors, les bienfaits de l'arrêt du tabac ne sont plus à démontrer, mais comment se sevrer sans taper sur les nerfs de son entourage? Quelles sont les solutions qui fonctionnent? On pose la question à nos invités. Pour en parler, le docteur Sauveur Merlingue, bonjour. Vanina Broun, praticienne en hypnose, et la diététicienne Catherine Girban, encore une fois, bienvenue. Allez, on dit souvent que le plus dur, c'est de se lancer. Jour 1, on regarde. Jeudi 1er novembre. Premier jour sans cigarette. Vous avez été fort, déterminé comme jamais. Bien sûr, la cigarette vous a manqué. Celle du matin, celle d'après le déj, celle de « on se met en terrasse ». Mais vous avez tenu bon. Tu vois, c'est pas si compliqué. Et puis, ça a été un peu compliqué. Alors, pour penser à autre chose, vous avez transpiré. Mais aujourd'hui, vous avez surtout appris une chose. Votre envie de cigarette s'arrête après 3 minutes. Le mois sans tabac revient en novembre. Inscrivez-vous sur tabacinfoservice.fr. Alors, 3 minutes et tout est oublié, docteur Merlingue. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les ressorts, les mécanismes de l'addiction, plus particulièrement de l'addiction au tabac? Ça repose sur les mêmes phénomènes que toutes les addictions, à savoir donc qu'il y a un produit qui devient indispensable au niveau du cerveau, donc au niveau de la zone dite de récompense, et que l'individu va rechercher préférentiellement cette substance. En l'occurrence, pour le tabac, il s'agit de la nicotine, qui est contenue dans chaque cigarette, et bien entendu, des quantités variables selon les tabacs. Et toute la problématique de l'arrêt du tabac va reposer sur la manière qu'on va avoir de prendre de la distance avec cette nicotine, donc comment on va s'y prendre et comment on va arriver sur ce problème. Sachant qu'effectivement, arrêter de fumer, c'est une vue de l'esprit dans l'absolu. C'est surtout arrêter de s'intoxiquer. Arrêter de fumer et d'enfumer, parce qu'on ne fume pas seulement, on enfume aussi les autres, parce qu'il y a aussi un tabagisme passif qui est réel, et surtout arrêter de s'intoxiquer, arrêter de faire entrer dans son corps des choses qui n'ont rien à y faire. Je rappelle que les choses essentielles sont l'air, l'eau, une nourriture de bonne qualité, point barre. Et d'autant plus qu'on ne sait pas forcément ce qu'on trouve dans les cigarettes. Ben, oui, les gens n'imaginent pas du tout, mais je leur conseille de se mettre devant leur cheminée quand ils ont allumé un grand feu et de se mettre à respirer la fumée parce qu'elle est exactement pareil, sauf que la fumée de la cigarette a été, je dirais, traficotée pour la rendre agréable. Il y a du miel, on met du sucre, un tas d'éléments qui vont permettre de la rendre agréable aux fumeurs. Mais ça n'est pas autre chose que la même fumée que celle que l'on a dans une cheminée. Mais à la sortie d'une cheminée, j'entends, je veux dire, vous mettez au-dessus, vous ne résistez pas 15 secondes. Et là, on va rentrer dans l'organisme de quelque chose qui n'a rien à y faire, mais qui contient une quantité importante de produits toxines. On a vu l'image qui vont créer à l'intérieur de l'organisme d'abord de la dépendance avec la nicotine et puis ensuite bien sûr des dégâts parce que dans la fumée il y a des particules fines. Ces particules fines quand elles sont ingérées ont des capacités particulières. Les particules fines, je le rappelle, sont les produits de toute combustion, que ce soit le pétrole, que ce soit le fioul, que ce soit et en particulier aussi un incendie. Oui. Donc, et le tabac, c'est une combustion d'un végétal. Donc ces produits qui vont être dégagés contiennent des particules fines. Ces particules fines sont de l'ordre du micron et de l'inframicron. Et leur capacité va être celle de pénétrer à l'intérieur du corps, mais pas de s'arrêter au niveau des bronches, d'aller beaucoup plus loin. Et comme ces particules sont à la fois cancérigènes et mutagènes, eh bien, on va voir dans l'organisme tous des cancers qui vont se développer dans tous les organes. Alors justement, la France compte 16 millions de fumeurs. Après une légère baisse jusqu'en 2016, le tabagisme est reparti à la hausse. Et la Corse s'inscrit pleinement dans cette tendance. Les jeunes âgés de 17 ans fument à 38% contre 32% en moyenne nationale. Et toujours au niveau national, chaque année, le tabac serait responsable de 73 000 décès et 90% des cancers du poumon. Une fois qu'on a dit ça, je veux dire, les fumeurs ne sont pas crétins, je dirais. Si ces chiffres-là ne fonctionnent pas, ne marchent pas, qu'est-ce qu'il nous reste pour les convaincre ? Écoutez, tout d'abord, il est important effectivement que l'on sache à qui on a affaire. Quand on cible un ennemi, il faut savoir quelles sont ses caractéristiques et comment on va faire effectivement pour le cibler et pour l'éliminer. Donc c'est difficile, c'est une addiction, on le rappelle, donc ça va être très compliqué. Alors différents moyens sont mis en œuvre. Et ces moyens, on est là pour en parler, donc je ne vais pas monopoliser la parole. Et je parlerai après, si vous voulez, je vous parle des moyens directs et puis on les détaille ensuite. On va faire d'abord un tour de table avec vous. Vanina, donc vous pratiquez l'hypnose. Pour quelles raisons vos clients souhaitent décrocher de la cigarette ? Et pourquoi choisissez l'hypnose pour y arriver ? Les discours culpabilisateurs autour de la cigarette, justement.
Donc, mais ce qu'il y a, c'est que ça ne suffit pas, hein, comme vous disiez. Évidemment, il y a l'envie d'arrêter, il y a la conscience de la nocivité pour la santé. Mais je ne suis pas d'accord sur le fait que la cigarette est un ennemi. C'est que quand les personnes arrivent pour arrêter de fumer, pour eux, la cigarette n'est pas un ennemi. La cigarette leur sert à quelque chose. Et c'est ce qu'on va travailler justement en hypnose, c'est à quoi leur sert la cigarette et qu'est-ce qu'il y a à travailler pour créer un contexte favorable à l'arrêt. L'important, c'est quoi? C'est de déconstruire l'idée qu'on se fait de la cigarette? Plus que déconstruire l'idée, c'est comprendre à quoi ça nous sert et quelle stratégie on va mettre en place pour pouvoir remplacer ce rituel quotidien. Docteur Malingue, pour les aides ou les accompagnements à l'arrêt du tabac, est-ce que l'hypnose est une bonne solution? Peut-être une solution en tout cas? C'est une solution. C'est une solution. Alors, justement, donc, je vais revenir sur les propos. Il ne s'agit pas de culpabiliser le fumeur. Parce que quand on est fumeur, on est dans une situation dramatique. On est obligé. C'est une obligation in situ, donc on est obligé d'aller fumer parce qu'on a besoin de fumer. Donc effectivement, l'analyse de ce besoin permet effectivement ensuite d'utiliser les méthodes qui vont être appropriées. Mais la première chose, c'est prendre conscience effectivement du danger que l'on crée à soi-même et à son environnement. Et quand je pense à l'environnement, c'est la famille d'un côté et l'environnement tout court au sens le plus large du terme. Et pour arriver à ça, effectivement, différentes méthodes existent. Donc l'hypnose en fait partie. Il y a d'autres moyens, bien entendu, qui sont les substituts, par exemple. En premier lieu, ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que le premier substitut, c'est la nicotine. Donc il existe actuellement des patchs, depuis un petit moment déjà, mais l'avantage actuellement, c'est que ces patchs sont pris en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'ils sont remboursés. Donc, à hauteur de 150 € par an sur ordonnance. Mais avec 150 €, on en a assez pour arrêter de fumer. Hein, parce que c'est largement en dessous d'un budget de tabac. Donc en fait, il s'agit surtout, si vous voulez, d'expliquer comment ça fonctionne, sachant que quand on prend de la nicotine, eh bien, on a une cigarette sans avoir autour tous les ingrédients, si vous voulez, que l'on voit sur cette photo, et qui sont les ingrédients toxiques. C'est-à-dire qu'en gros, si on fumait, ou si on si on consommait de la nicotine toute sa vie, on n'aurait pas les mêmes dangers que si l'on avait la cigarette. Donc la nicotine va permettre de désaccoutumer. Ce sont des patchs, donc voilà. Donc ça, c'est le premier procédé. Le deuxième procédé, c'est quand même la cigarette électronique. Alors, il y a débat quand même sur la cigarette électronique. Oui. Parce qu'on ne sait pas non plus ce qui se trouve dans ces petites fioles. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, honnêtement, fumer 2 cigarettes par jour plutôt que de rester accroché toute la journée à fumer comme un pompier? Pas du tout, parce que dans la cigarette électronique, c'est jamais que on appelle ça un vapoteur, c'est-à-dire c'est de l'eau, c'est de la vapeur d'eau, c'est pas autre chose. Oui, mais il y a des substances quand même dedans, il y a des saveurs. Alors, je vais vous répondre par quelque chose de particulier. Je vais vous dire, la cigarette électronique est excessivment dangereuse si vous avalez la cigarette intégralement. Voilà. Non, mais c'est bon à savoir parce que jusque-là, on ne le savait pas. Non, justement, je pense, si vous voulez, qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Chaque fois que vous proposez un produit, un substitut qui va permettre d'arrêter de fumer, vous avez un ensemble de lobbies qui se mettent en marche, en particulier le lobby du tabac, pour démontrer que c'est plus dangereux que la cigarette. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Hein, donc voilà. Donc la cigarette électronique est un moyen pour arrêter de fumer. La condition, c'est de l'utiliser à bon escient et se faire conseiller pour l'usage. Voilà. Sans ça, on y arrive très bien. Je vous garantis que moi, j'ai beaucoup de gens qui ont arrêté de fumer par ce moyen. Toujours un accompagnement. Alors on va avancer un peu. Alors on va imaginer qu'on a déjà arrêté de fumer et qu'on a peur de prendre un petit peu de poids. Et là, c'est vous, Catherine Gervon, qui intervenez. Comment on fait? Est-ce qu'il faut compenser? Comment on compense à moindre frais caloriques? Vous avez vu, elle est bienveillante. Hein. Je vous veux en forme. Mais oui, écoutez, oui. Justement, il faudrait peut-être anticiper. L'idéal, ce serait... Enfin, je pense que quand on prend la décision d'arrêter de fumer, c'est dans l'optique d'une nouvelle hygiène de vie. Donc, si on peut anticiper, c'est-à-dire commencer aussi à changer ses habitudes alimentaires peut-être avant, et ne pas attendre d'être déjà dans l'effort, dans une certaine frustration qu'entraîne l'arrêt du tabac, et de se rajouter en plus l'effort d'une frustration éventuellement alimentaire. Donc anticiper dans le temps, et anticiper aussi, une fois qu'on a arrêté de fumer, dans la journée. C'est-à-dire ne pas se dire, je risque de prendre du poids, donc je fais des repas très restrictifs et par exemple je vais enlever les féculents de mes repas.
c'est la mauvaise idée. Parce que du coup, les repas sont trop légers et dans l'après-midi, on va avoir plus faim. Et donc il faut garder des repas qu'on appelle équilibrés, c'est-à-dire avec des féculents, avec des légumes. Alors là, sur Facebook, on nous dit qu'on boit beaucoup d'eau quand on arrête de fumer parce qu'apparemment ça compense en fait l'envie de la cigarette. Que l'on peut donner, c'est-à-dire de boire un verre d'eau. Et c'est vrai que le moment où on a envie de fumer, c'est assez fugace. Donc si on prend le temps, ou peut-être de se faire une tisane, de se faire un thé, hop, on pense un peu à autre chose. Bon, enfin, c'est un peu facile, hein, mais vraiment faire des repas suffisants, c'est déjà une grosse partie. Et il faut savoir qu'au moment de l'arrêt du tabac, on retrouve le goût. Donc on va retrouver un certain plaisir supplémentaire à manger. Donc ça irait plutôt dans le sens de je mange encore plus. Mais le fait d'être bien dosé, bien patché, ça aide à ne pas être dans ce manque et qui fait que souvent on va aller grignoter pour calmer le manque de tabac. Vanina, est-ce que l'hypnose peut également agir sur ces petites fringales ? Alors a priori, pour les clients que j'ai suivis personnellement, ceux qui ont arrêté de fumer n'ont pas eu de problème de compensation avec quoi que ce soit en fait. C'est quoi ? Pour l'hypnose, c'est quoi ? C'est la volonté aussi qui prime, c'est l'envie d'arrêter ? Alors il faut la volonté, mais l'hypnose peut permettre aussi de trouver des leviers motivationnels qu'on n'arriverait pas à trouver tout seul. Ça permet aussi d'être accompagné dans cette démarche-là, parce que parfois on a la motivation de faire les choses et d'un autre côté, on se rend bien compte qu'on n'y arrive pas. Comment se dit, tout le monde veut arrêter de fumer. Tous les fumeurs veulent arrêter de fumer. Je ne connais pas un fumeur qui a envie de continuer à fumer, à part moi peut-être. Mais bon. Comment se passe une séance ? Comment se passe une séance ? C'est une approche individuelle en fait. C'est-à-dire que oui, évidemment, il y a des idées globales sur la cigarette et des prises en charge qui peuvent être globales. Mais pour ce qui est de l'hypnose, c'est vraiment... pour moi, il y a autant de manières de fumer que de fumeurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir le fumeur occasionnel qui fume dehors pendant l'apéro, qui fume jamais à la maison. Il va y avoir celui qui a toujours une cigarette à la main. Et en général, qui va dire mais quand je suis énervé, qu'est-ce que je vais faire ? Quand j'ai un coup de stress, qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas ma cigarette ? Et on va vraiment travailler là-dessus, sur l'interaction entre la cigarette et l'individu, en fait. À toi, ça lui sert. Alors, le tabac est aussi un secteur économique, et en Corse, les buralistes se sont récemment mobilisés pour maintenir leur activité, bien sûr. Alors, Marie-Jo, vous allez peut-être nous en dire plus sur ce sujet. Oui, elle arrive là. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un problème de santé publique, on le sait, mais ça ne fait pas le malheur de tout le monde. C'est évidemment un enjeu économique, vous l'avez dit, qui est défendu par de puissants lobbies, vous l'avez dit aussi. Et en bout de chaîne, il y a les buralistes qui, eux, évidemment, se considèrent comme d'honnêtes commerçants puisqu'ils vendent une substance licite. Et donc, ils se demandent pourquoi on s'acharne sur eux, parce que finalement, c'est eux, en bout de course, qui ont un petit peu les problèmes. Alors, d'abord, quand il y a eu le choix d'adopter le paquet neutre, c'était la loi de Marisol Touraine qui a été adoptée en 2016 et mise en application en janvier 2017. Évidemment, ils se sont insurgés, ils ont dit, mon Dieu, ça va être atroce, on va perdre beaucoup de ventes. Et en fait, ils rejoignaient l'Australie qui avait utilisé le paquet neutre quand même depuis 2012, ça fonctionnait plutôt bien, et l'Irlande et l'Angleterre qui ont adopté à peu près en même temps que nous en 2016. Alors, à la fin du premier trimestre, finalement, on s'est aperçu que la consommation du tabac avait plutôt augmenté. Donc, absolument aucun impact sur les buralistes, plus de peur que de mal pour eux, et malheureusement, aucun impact surtout sur les fumeurs. Ensuite, c'est l'augmentation du prix du paquet qui les a évidemment terrorisés, et ça a donné encore une mobilisation des buralistes. Alors, le paquet est passé... Ces derniers temps, en tout cas, il y a eu 2 augmentations encore récentes sous Emmanuel Macron. Il est passé à 8 € sur le continent et il devrait arriver jusqu'à 10 € en 2020. Alors évidemment, en France, le prix du paquet, on le voit sur ce petit graphisme, il est assez haut. Il est juste en dessous de celui des Royaumes-Unis, mais c'est vraiment un prix qui est déjà relativement haut. Mais évidemment, il y a une exception, c'est nous, la Corse, avec ce paquet qui bénéficie du statut fiscal dérogatoire qui date du consulat et qui permet aujourd'hui à nos fumeurs d'acheter le paquet au prix modique de 6,50 €. Bon, c'est déjà évidemment, c'est pas si modique, mais bon, c'est surtout malheureusement, enfin, c'est pas forcément le but recherché. Alors évidemment, les buralistes se sont mobilisés pour essayer de faire en sorte que l'harmonisation Corse-Continent n'existe pas, puisqu'elle est prévue justement pour après 2020, au moment où le paquet sera à 10 €. Et nous, on devrait faire une espèce de bond dans le prix du paquet assez impossible. Donc voilà, à l'heure actuelle, nous avons le syndicat du tabac, représenté par José Oliva, qui nous explique qu'il y a beaucoup d'emplois directs qui sont liés au tabac et
que c'est surtout les dépôts de tabac en fait qui fermeraient, 250 salariés directs et puis après évidemment 800 personnes impactées. Et de son côté, Jean-Christophe Angelini, président de l'ADEC, rappelle qu'il faut écouter le secteur économique mais aussi le côté santé publique et essayer de ne pas opposer les gens les uns aux autres. D'autant que dans les emplois indirects, on peut aussi se poser cette question. Les pompes funèbres. Voilà, est-ce que les pompes funèbres ou les cancérologues font partie des emplois indirects générés par le tabac ? Merci beaucoup Marie-Jo. Alors on estime en France que le tabac rapporte environ 14 milliards d'euros de recettes fiscales par an. Donc c'est une vraie question économique. Docteur Est-ce que vous savez combien il coûte ? Parce que 14 milliards, c'est ce qu'il rapporte. C'est 16 milliards en termes de santé publique. Il coûte plus qu'il ne rapporte. C'est le double. Oui. C'est le double. Ah, et en matière de cancérologie, actuellement, on rappelle que la cancérologie est en pleine extension, en pleine progression. On guérit de plus en plus de cancers, mais on a de plus en plus de cancers à guérir. Et on arrive maintenant à une équation et un paradigme très simple, c'est qu'on n'aura plus les moyens de soigner les gens. Parce que la prise en charge d'un cancer, c'est entre 300 et 400 000 euros annuels par personne et par cancer. Donc vous imaginez ce que ça représente en matière de santé publique, c'est-à-dire que demain on ne pourra plus soigner les gens, mais ils pourront continuer à fumer, c'est vrai. Mais par contre, c'est vrai que les pompes funèbres, là, il y a un boom qui va être intéressant, surtout en Corse, parce qu'on a, nous, le triste privilège d'avoir 27% de cancers en plus sur la tranche d'âge 15-42 ans qui touche essentiellement la population féminine. Nous sommes la région qui va être en tête en matière de cancer du poumon chez la femme. On aura notre premier prix et on sera Sémougor, c'est Nézouvière. Alors, docteur Merlin, avant d'arriver à ces extrêmes-là, on va donner votre conseil pour arrêter de fumer. Et mon conseil, Rapidement. Ce sont les méthodes. Si vous voulez, la première, c'est effectivement le patch. La deuxième, parce qu'elle est gratuite, bien entendu. La deuxième, c'est effectivement la cigarette électronique. La troisième, l'hypnose, qui est une excellente méthode. D'ailleurs, nous, au niveau de la Ligue, nous proposons des séances gratuites parce qu'il y a des gens qui, effectivement, ne peuvent pas aller vers cette méthode parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Hein. Donc, nous la proposons gratuitement au niveau de la Ligue contre le cancer. Et puis après, bien entendu, je dis aux gens qu'il y a d'autres méthodes aussi. On peut arrêter de fumer sans rien du tout. Hein. Vanilla, en quelques mots, votre conseil pour arrêter de fumer, on a 10 secondes. Faire le choix Ouais. de le faire. Choisir de le faire et se faire accompagner par la méthode ou le professionnel qui correspond le mieux à chacun. Et Catherine Girban, un conseil pour ne pas se ruer sur les calories et le gras et le sucré. Changer d'habitude avant et garder un équilibre alimentaire et l'activité sportive aussi. C'est important. Bon, Merci mais beaucoup. il y a de quoi faire hein, quand même. Hein. Bah oui. On a bien fait le tour, c'est bien. Bon, allez, nous, on va se retrouver en troisième et dernière partie de Vianov pour une spéciale Queen pour l'événement, la sortie du film Bohemian Rhapsody avec notre trio infernal. Allez, on se retourne dans quelques instants. Merci.